J'ai rien fait avant de devenir comédien. Enfin, si, enfin, j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi des études, j'étais au collège, au lycée, voilà. Alors, je peux te dire en 2 secondes, j'ai passé un bac littéraire. Je savais relativement depuis longtemps que je ne souhaitais pas faire un métier sédentaire, tu vois, derrière un bureau, machin. Et puis j'avais, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'était pas mon truc. Et puis en plus, j'avais l'exemple de mon père et de ma mère qui, tous les deux respectivement, mon père a été comédien, et puis il a été metteur en scène après pendant toute sa vie, metteur en scène de théâtre et d'opéra particulièrement. Le théâtre lyrique, comme il disait, et puis ma maman a été comédienne tout le temps. Donc, en même temps, voilà, j'ai suivi les traces de mes parents, quoi. Et donc, j'ai pris des cours d'art dramatique, parce que c'est la base de ce métier de comédien, donc pour travailler les textes classiques, bon, voilà, Molière, Racine, Shakespeare, Corneille et d'autres, et puis des textes contemporains, bref, pour apprendre à jouer la comédie, parce qu'on peut avoir, alors si ce n'est des dons, en tout cas des capacités pour le faire ou une volonté de le faire, mais en même temps, c'est un métier qui s'apprend, comme tous les métiers. Et au moins pour moi, c'est très important. C'est quand on me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir machin, des comédiens, tout ça, je dis, bah, des cours de théâtre, voilà, pendant au moins 2 ans, pour se confronter à la scène, pour apprendre comment je veux dire, euh, voilà, de donner la réplique à quelqu'un, se tenir sur scène, savoir, pour les garçons, mettre des chaussures de ville, comme on dit, avec des costumes, des trucs 3 pièces, des cravates, des machins, des grands manteaux, et essayer d'apprendre à marcher aussi, parce que c'est, voilà. Et puis pour les filles, les femmes, savoir marcher avec des talons, des robes, des jupes, des grandes robes un peu machin, et puis savoir dans cet état, parce que dans ce métier, tu connais l'expression l'habit ne fait pas le moine, et j'ai tendance à penser sincèrement que dans ce métier, l'habit fait le moine. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une jeune femme. Une femme, elle ne s'assoit pas de la même manière si elle est en jean basket que si elle est en jupe et talons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une façon de s'asseoir. Machin. Donc tout ça, ça s'apprend aussi en jouant la comédie, c'est-à-dire en apprenant un texte. Et voilà, donc c'est des choses qu'il faut apprendre. Donc j'ai fait des années d'art dramatique, de cours de théâtre. Et puis voilà. Et puis parallèlement à ça, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de danse, donc j'ai pris des cours de jazz, de danse jazz, de danse classique, de claquettes. Et pendant 4 ans, 5 ans, je faisais une moyenne de entre 13 et 16 heures, 17 heures de danse par semaine, ce qui est assez considérable. Et puis voilà, et puis à un moment donné, j'ai arrêté tout ça, et puis j'ai fait des spectacles, et puis je faisais du doublage déjà aussi. Voilà. Donc voilà, je me suis formé à l'art dramatique, donc à la comédie. Encore une fois, apprendre à donner la réplique à quelqu'un, euh, se tenir sur scène, savoir répéter les mêmes gestes, parce qu'au théâtre, c'est ça, hein, répéter les mêmes gestes tous les soirs, et puis en apprenant à être sincère tous les soirs et à faire croire à l'audience, au public, que l'on est sincère à chaque fois, et ça, faut le faire tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Donc ça aussi, ça s'apprend. La répétition du geste et du texte qui fait que on te croit quand on t'entend et que tu joues la comédie. Donc tout ça, ça s'apprend pour trouver une régularité, pour trouver une aisance aussi. Euh, voilà. En gros, ça a été ma formation. Donc le bac littéraire et ensuite des années d'études de théâtre, de chant, de danse. Voilà. En gros. Quand j'ai décidé à 18-19 ans, j'ai décidé de devenir comédien, que ça serait ma carrière, ma vie. Ma maman, qui était dans le métier, qui était comédienne, et qui faisait du doublage, sachant les difficultés pour gagner un peu d'argent au théâtre, en tournage, à la télévision, au cinéma, tout ça, enfin, m'a dit, tiens, est-ce que ça me brancherait de venir rencontrer des gens au doublage, voilà, parce que, me dit-elle, le doublage, c'est une des
multiples branches qu'offre le métier de comédien. Voilà. Et j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Parce qu'elle m'a dit, voilà, il y a le théâtre, le cinéma, la télévision, il y a la radio, il y a la publicité, il y a le doublage, il y a la voice-over, il y a plein de choses. Est-ce que ça, voilà. Et j'ai rencontré donc, je suis venu en studio avec elle. Et puis, voilà, à un moment donné, on m'a fait faire peut-être un essai où j'ai dit 2 mots et demi, où j'ai fait une ambiance dans une série, etc. Tout ça. Et puis de fil en aiguille, à force de venir, on m'a appelé, et puis j'ai commencé à bosser, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans le doublage. C'est grâce à ma maman qui elle-même travaillait en studio déjà. Voilà. Quand je suis rentré, honnêtement, je connaissais personne dans le doublage. N'avais personne qui m'inspirait dans le sens où je les connaissais pas. Ce qui pouvait en revanche m'inspirer, mais indirectement, sans que je le sache, c'est le fait que bah, quand j'étais jeune, voilà, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc., tout ça, bah, je regardais la télévision. Et toutes les séries qui passaient dans les années 80, tout ça, 70, 80 et même 90, c'était des séries qui étaient en français. Donc, quand j'étais gamin, j'étais adolescent, je regardais ces séries-là. Donc, il y avait les Starsky et Hutch, bien évidemment, il y avait La Croisière s'amuse, il y avait plein de trucs, il y avait des dessins animés aussi, bien évidemment, aussi quand j'étais petit. Il y avait des dessins animés qui pouvaient être en anglais, quelquefois, et adaptés en français, et doublés en français. Voilà, je regardais Goldorak à l'époque, Capitaine Flamme, je suis de cette époque-là, tu vois, donc, donc voilà. Mais je savais pas ce que c'était pour moi. Effectivement, gamin, à 12, 13 ans, tu te dis pas, Goldorak, normalement, il parle en anglais ou en japonais. Pour toi, Goldorak, il parle français. Capitaine Flamme, il parle français. Chapi Chapeau, il parle français. Nounours, il parle français. Enfin, tu vois, donc tu ne te poses pas la question quand tu es enfant de savoir s'il y a un doublage, s'il y a une version originale et tout ça. Donc voilà, donc j'ai été peut-être inspiré par toutes ces séries-là et tous ces produits-là, tous ces dessins animés-là, tous les films que j'ai vus, certainement. Euh, euh, Au cinéma, j'allais voir des versions françaises, hein, j'étais minot. Euh, j'ai été inspiré sans le savoir, sans le savoir. Cela étant, j'avais un beau-père qui était publicitaire, mais qui surtout quand il a commencé, quand il était jeune, dans les années 40, était pianiste. Il adorait tout ce qui était jazz, tout ce qui était comédie musicale. Et là, pour le coup, il m'a initié, c'est sûrement d'ailleurs la raison pour laquelle plus tard j'ai fait de la danse, des claquettes, du chant et tout ça, c'est parce que j'ai adoré toutes les comédies musicales qu'il m'a montrées, qu'il m'a partagées, et que j'ai vues pour certaines 10, 15, 20 fois. Parce que ça m'inspirait beaucoup, là, pour le coup. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a une série des années 80, 70, 80, je crois, qui s'appelait Fame, que tu connais certainement, ou qui parle donc d'une école où les étudiants apprennent autant à chanter, à jouer la comédie, qu'à danser, etc. Tout ça. Et ça, cette série m'a beaucoup plu aussi. Et comme il m'avait montré des films qui étaient des grandes comédies musicales des années 40, 50, hollywoodiennes, comme bien évidemment Chantons sous la pluie, comme Un Américain à Paris, comme Parade de printemps, comme Beau fixe sur New York, comme il y en a plein, quoi, voilà. Et que j'avais adoré ça, tout ce melting pot, si tu veux, d'informations et de choses qui me. Oh, moi, je voyais les mecs danser, tu vois, Donald O'Connor, Gene Kelly, enfin, tu vois, tous ces gens-là danser, faire des claquettes, c'est complètement vertigineux. En tout cas, pour moi, c'était vertigineux, donc ça m'a donné envie de faire tout ça euh, oui, de développer le côté artistique, mais pas seulement dans la comédie, mais aussi, encore une fois, dans le chant et dans la danse et tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ma formation, c'est un peu ma vie, c'est un peu mes exemples. Euh, ouais, c'est tout ça qui m'a inspiré en fait. Mais j'y reviendrai certainement parce que ce sont des, ce sont des, comment je veux dire, vraiment les pierres angulaires de mon existence, c'est ça quoi. C'est vraiment ça a marqué mon existence. Mon beau-père qui jouait du piano très très bien,
tous ces films, ces comédies musicales qu'il m'a montré et que je trouvais absolument fascinantes. Fred Astaire, bien évidemment, Ginger Rogers, enfin j'en ai oublié plein tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et vraiment, ça m'a inspiré. Ça m'a Ok. inspiré parce que pour moi, tout ça, la comédie, la danse, le chant, et ces gens qui aux États-Unis savaient tout faire, je me suis dit, il y a 100 ans, une part de moi qui s'est dit, j'ai envie de savoir tout faire. En tout cas, j'ai eu l'ambition de savoir tout faire, de faire le maximum. Voilà. À tel point qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé il y a 37 ans, quand j'ai pris des cours, il y a 37 ans maintenant, 37, 38 ans, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant, de théâtre, tout ça, les gens, c'était pas très développé encore en France. Et quand je voyais des directeurs de casting, des producteurs, que j'avais des rendez-vous professionnels pour passer des essais, etc., les gens regardaient mon petit CV, quoi, tu vois, puis ils voyaient doublage, un peu de théâtre, j'avais joué au café-théâtre, ils voyaient les cours, puis ils voyaient les cours de danse, les cours de jazz, les cours de classique, les cours de claquettes, les cours de chant, les cours... Et en fait, à l'époque, les gens me disaient, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous êtes quoi exactement? Je dis, ben, je sais pas, je suis comédien, mais je fais tout ça. Ouais, non, mais vous faites trop de choses, là, on sait plus ce que vous êtes. Maintenant, c'est plus comme ça. Depuis 15, 20 ans, 25 ans, il y a beaucoup d'écoles globales comme ça, de comédie musicale, de chant, de machin, qui sont ouvertes. Où effectivement, à l'instar de Fame, ce sont des écoles où maintenant les jeunes femmes et les jeunes hommes qui rentrent dans ces écoles apprennent plein de choses différentes et se forment à tout ça. Voilà. Je dis pas du tout que j'ai été précurseur, hein, parce que pour le coup, les Américains ont été précurseurs 60 ans avant moi, donc c'est pas ce que je suis pas en train de me vanter de quoi que ce soit. Je dis juste que moi, j'avais cette ambition-là, mais je l'ai eu apparemment un peu trop tôt parce que les gens chez qui j'allais passer des castings, tout ça, n'arrivaient pas eux-mêmes à se dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi exactement ton truc, c'est voilà. Donc ça a été une petite problématique parce que j'arrivais pas moi-même à me définir. Je leur disais, bah, je fais tout. En tout cas, je fais le maximum pour faire tout. Voilà, pour être le plus opérationnel, le plus opératif dans tous ces domaines, quoi. C'était pas toujours évident. Voilà, les gens comprenaient pas toujours. Des grosses difficultés. Alors, au niveau du théâtre, j'étais en cours d'art dramatique et j'ai tout de suite, très très vite joué. Je crois même que j'étais encore en cours, en dernière année de cours, et j'ai commencé à jouer au café-théâtre dans deux spectacles. Il y avait un spectacle où il y avait une toute petite scène qui devait faire 1,50 m sur 2 mètres. Enfin, vraiment, tu vois, puis il y avait 50 places. Enfin, c'est un apprentissage extraordinaire. C'est un apprentissage extraordinaire. Voilà, puis un autre spectacle où on était en duo. Là, la salle était un peu plus grande, la scène était un peu plus grande aussi, mais voilà. Pour ça, c'était une très, très grande expérience. Donc, j'ai tout de suite joué au théâtre. J'avais 19, 20 ans, 20 ans, ouais. Et là où j'ai eu des difficultés, c'est dans le doublage, pour le coup. Et pour des raisons très particulières. Alors, il n'y a pas une raison avant l'autre, hein, mais voilà. La, une des deux raisons principales, c'était que c'est une partie du métier qui est très technique, très, très, très technique. Il faut être synchrone, il faut arriver à lire vite, il faut se mettre tout de suite dans l'interprétation, dans le sentiment du personnage que l'on double. Donc c'était pas évident pour moi. Et pourquoi c'était pas évident pour moi? Et ça, c'est la deuxième raison pourquoi j'ai eu des difficultés pendant au moins 2 ans et demi, hein, vraiment. C'est que, comme la plupart des gens, quand tu leur poses la question, je n'aimais pas ma voix. Tu poses la question aux gens, en général, ils te font ah, ma voix. Donc, comme je n'aimais pas, si tu veux, le, l'organe avec lequel je travaillais, en l'occurrence mes cordes vocales, ma voix, ma respiration, très certainement aussi. Enfin bref, il y avait quelque chose, parce qu'on se réécoute, bien évidemment, on enregistre une scène qui dure 10, 15, 20 secondes, 30 secondes, et puis après on la réécoute pour savoir si on est synchrone, si on joue bien, si on est dans le sentiment des personnages, etc. Et à chaque fois, je te dis, les 2 premières années au minimum, à chaque fois qu'il fallait se réécouter, je me réécoutais, puis moi je me cachais, quoi. J'étais au fond du studio, je faisais, oh non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette voix, quoi. Et puis un jour, je ne sais pas quand s'est passé le déclic, très honnêtement. Peut-être qu'on m'a donné un rôle qui m'a un peu plus plu, ou je me suis senti plus à l'aise dans un personnage. Je ne sais pas. Vraiment, je me souviens plus. Et quand je me suis réécouté,
à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un déclic. Ah, merde, finalement, ma voix, allez, je l'accepte. Et du jour où j'ai commencé à accepter ma voix, euh, c'est devenu, entre guillemets, plus facile d'accéder à la technique. Tu vois? Voilà, mais ça a pris du temps. Ça a pris Ok. du temps. Euh, voilà. Et puis après, voilà, j'ai eu des personnages où il fallait que j'avais une voix beaucoup moins grave que maintenant, bien évidemment. Hein. Ça fait entre la vie, l'expérience, la maturité, l'âge, la cigarette, l'alcool, les fêtes, la vie, machin. Euh, Forcément, ta voix, elle baisse un peu. Et puis voilà. Mais je sais pas. Peut-être que c'était un personnage où j'ai dû changer ma voix justement. Peut-être être plus dans mes graves, ou un personnage un peu plus fou. Je sais plus du tout. Mais je sais qu'il y a eu un déclic qui fait qu'à un moment donné, j'ai accepté de m'entendre. Et depuis ce jour où j'ai accepté de m'entendre, les choses sont devenues un peu moins compliquées, voire quelquefois faciles. Euh, En tout cas, plus évidentes. Si ce n'est facile, plus évidentes. Parce que j'ai appris à jouer avec mes cordes vocales, à aller dans mes aigus, aller dans mes graves, et pouvoir mâcher, etc. Puis commencer à faire des voix différentes et m'amuser avec mes cordes vocales, avec ma voix. Et quand tu commences à prendre du plaisir parce que tu t'amuses, bah, c'est comme n'importe qui, quoi. Les choses deviennent plus évidentes, plus simples. Je, je, j'ai une, comment je veux dire, pour moi, en plus de l'aspect technique et de l'aspect comédie, véritablement, j'estime que nous, comédiens qui faisons du doublage, et pas doubleur, hein, j'y reviendrai peut-être plus tard sur cette malheureuse expression, euh, j'estime, mais je ne vais pas parler pour les autres, je vais parler pour moi, que je dois être au service total, total, de ce qui se joue à l'écran et de la voix du comédien. Et de la voix du comédien. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, parce que je suis pas une machine. Là aussi, on y reviendra peut-être par rapport à l'IA. Je ne suis pas une machine. Donc, il m'arrive de faire des erreurs ou de me tromper, et heureusement d'ailleurs, parce que la perfection, c'est chiant, quoi, la perfection. Mais on peut essayer de l'atteindre, pour le coup. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, bref. Et donc, pour moi, c'est de me rapprocher le plus possible et d'être véritablement au service de l'histoire, de la scène que j'interprète, et du comédien. Et du comédien. Et donc, effectivement, entre le Major John 117, qui a une voix vraiment très grave, que je prends vraiment très en bas comme ça, Dwayne Johnson, qui est un peu plus rond, c'est-à-dire que c'est effectivement dans les graves, mais c'est un peu plus, il y a plus de rondeur dans la voix. Chris Pratt, qui parle un petit peu du nez, tu vois, qui parle un petit peu plus comme ça, qui a quelquefois des aigus, qui fait, qu'est-ce que vous faites? Groot! Voilà, tu vois, il y a des choses comme ça. Ou Ed Helms qui peut péter un câble et qui effectivement est un peu plus léger. Ben, voilà. L'idée, c'est de me mettre au service. Alors, je ne dis pas que je, j'arrive à retranscrire exactement la même voix, parce que bien évidemment, le timbre est différent, etc. Mais voilà. Et j'en veux comment je veux dire, pour, euh, pour expliquer tout ça, je repense très souvent à la phrase que disait José Luciani, qui est un grand comédien et un grand directeur d'acteurs, qui nous a quittés il y a 3 ans maintenant, 4 ans, je sais plus, mais ça va tellement vite. Et José disait, alors avec un petit peu d'humour, mais il disait, en fait, nous ne sommes que des imitateurs. Et cette phrase de José, depuis longtemps, hein, m'avait toujours percuté. Et bien évidemment que je suis pas un imitateur qui traite les hommes politiques, par exemple, etc. Donc, je vais pas retrouver la même voix. Pour le coup, ça, c'est pas mon truc. Mais imitateur dans le sens, essayer au maximum de retrouver et de se rapprocher de ce qui est fait à l'écran en version originale. Voilà, ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Si, en plus, derrière, j'y ajoute de la comédie, que je joue bien, pas trop mal, euh, et que je suis synchrone, etc., ben voilà, c'est jackpot, quoi. Voilà.
Et pour moi, les trois sont importants. Le synchronisme, le jeu, bien évidemment, et, et se rapprocher le plus de ce que fait la personne en anglais. Par exemple, tu parlais de LMs tout à l'heure. Dans la dernière émission de Stream VF, t'es posé la question comment je faisais, je crois, pour crier comme Ed Helms quand il pète un câble en disant mais c'est quoi ce bordel, ou que tout à coup il fait il commence à. Je ne le fais pas exprès en fait. C'est-à-dire que j'entends la voix et si je devais même me forcer à faire une voix différente, ça serait compliqué là pour le coup. Instinctivement, mon corps, ma, mes cordes vocales, ma voix, a envie de se rapprocher de ce qu'il entend. Voilà. Donc, ben voilà, je crie. C'est vachement amusant. Il m'est arrivé sur des jeux vidéo comme Call of Duty, pour pas le nommer, par exemple. J'ai participé à quasiment tous les Call of Duty. Là, depuis quelques années, je fais un personnage qui s'appelle Weaver, qui revient souvent. Mais il m'est arrivé de faire des modes zombies. Et donc, quand tout à coup, en anglais, t'entends une voix complètement caverneuse, bah, tu t'amuses à faire ça, et puis c'est marrant, quoi. C'est marrant, tu vois. Voilà. Un truc qui fait soldat, je vais te croquer. Là, tu t'éclates, tu t'éclates. C'est vachement marrant, c'est vachement marrant, c'est vachement marrant. Et c'est ça, en plus, tu sais, on dit jouer la comédie. Donc moi, mon métier depuis 37, 38 ans maintenant, c'est de jouer, quoi. La comédie, mais c'est de jouer. Quel beau métier. C'est-à-dire que c'est mon prof de théâtre qui disait ça pour revenir à mes cours de théâtre. Et qui disait, alors, avec toute la retenue qu'on peut, parce que c'est pas vrai, c'est pas simple, c'est pas facile comme il le disait, mais il disait jouer la comédie, c'est facile. Alors encore une fois, c'est pas facile, mais parce que c'est beaucoup de travail. Mais il disait, c'est faire semblant avec sincérité. Il disait il nous sortait un exemple. Il disait quand vous êtes petit garçon ou petite fille, que vous jouez à la marchande ou que vous jouez aux cow-boys et aux indiens, que vous jouez machin, bah, quand vous êtes un cow-boy et vous avez un de vos copains dans la cour de récréation qui vous envoie une flèche, vous prenez la flèche, vous faites semblant de tomber, et puis vous y croyez. Vous y croyez. Et en plus, on fait ça quand on est petit, on fait ça sans aucune pudeur, on s'en fout, on tombe et on fait, je vais tomber. Voilà. Quand on est grand, les pudeurs arrivent, parce qu'on se dit, merde, on va me regarder, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et donc, jouer la comédie, c'est ça, c'est refaire comme quand on était petit. C'est faire semblant, en y croyant, avec sincérité, et en oubliant toutes ces pudeurs, parce qu'on est adulte, et qu'on a peur du jugement, forcément, hein, tous les uns les autres. Et oublier ça, oublier la peur du jugement, oublier ses pudeurs, et refaire pareil, jouer avec sincérité. Voilà, la comédie, c'est ça. Ouais, j'aimais bien cette phrase-là de mon prof. Je trouvais ça très simple et en même temps, voilà, ça dit beaucoup de choses et presque le principal en fait. Il y a des gens dans le doublage que j'ai rencontrés très jeunes que bêtement, parce que voilà, on est jeune, et quelquefois un peu con, on n'a pas envie d'écouter les conseils, on se dit qu'on va y arriver, tout ça, ce qui est très bête. Mais il y a des gens, oui, qui m'ont inspiré, oui. Il y a des gens qui m'ont inspiré, avec qui j'ai pu parler. Il y en a un qui me revient en tête tout de suite, c'est Serge Sauvion, qui faisait la voix de Colombo. Et j'ai beaucoup déjeuné, beaucoup discuté et déjeuné, et donc discuté avec Serge quand j'avais 24, 25 ans. Et voilà, j'ai dû le croiser une fois ou deux sur un plateau. Et puis, je sais pas, il s'est pris d'amitié pour moi. Et puis, effectivement, donc, on a déjeuné ensemble un certain nombre de fois. Et à chaque fois, on était tous les deux et on parlait beaucoup. Et c'était très intéressant, euh, passionnant même, d'échanger avec ce monsieur, avec Serge, parce qu'il avait une expérience absolument incroyable. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres que j'ai un peu moins fréquentés, mais que j'ai croisés en studio, bien évidemment. Il y avait Perrette Pradier, il y avait Roger Carrel, et puis après, il y a eu Patrick Poivet, il y a eu Jacques France, il y a eu José Luciani, j'en parlais tout à l'heure. Il y en a eu plein, 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 que moi, à la barre, comme on dit, et devant le micro en studio,
quand j'avais la chance, l'honneur, la joie et la peur, parce que c'était des pointures, hein, les mecs, hein, c'était les mecs ou les filles, les femmes, hein, c'était des pointures. Et, voilà, Emmanuel Jacobi, c'est incroyable ce qu'il fait ce garçon aussi. Et je les regardais, ils étaient à côté de moi au micro et je flippais, hein, je faisais dans ma culotte, hein, vraiment, hein, parce que ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Et ils avaient une expérience. Et là, tu prends une claque, mais une claque positive, tu vois, parce que tu fais, ah ouais, d'accord, ah waouh, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois que la personne que tu as à côté de toi, le comédien, la comédienne qui a cette expérience, fait très peu de choses, en fait. Et il est tellement impliqué. Et vraiment, t'es là. Il m'est arrivé plusieurs fois, on avait des, des scènes à deux, et puis j'étais tellement en train de regarder la personne qui jouait à côté de moi que j'en oubliais ma phrase, quoi. Et donc le truc s'arrêtait, on disait David, qu'est-ce que tu fous là? Tu dis pas ta ligne? Je fais, oh, excusez-moi, pardon. Et il fallait reprendre l'enregistrement. Je suis désolé, on y va, on y retourne. Ouais, je suis désolé. Et en fait, j'étais au cinéma, pas au cinéma en regardant l'écran, j'étais au spectacle, pas au cinéma, j'étais au spectacle. Et je regardais ces gens à côté de moi. Je me disais, oh la vache, la vache, quand tu travailles avec un Marc Alphos, avec un Poivet, avec un oh, c'est une grosse claque, quoi. C'est une leçon. Et là, tout à coup, tu te rends compte tout de suite de la signification du mot humilité, quoi. Je fais, ok, d'accord, je ferme ma gueule, je vais prendre une leçon là, j'en ai pour 2, 3 heures, une demi-journée, une journée, 2 jours, selon moi. Je vais écouter, je vais regarder, je vais apprendre. Et tu ressors de là et t'es nourri. Tu es nourri. Donc, quand tu es avec des gens aussi talentueux, euh, ben, oui, tu prends des cours, quoi. À chaque fois, c'est des masterclass. C'est des masterclass. Et ça te nourrit, et ça t'entraîne, et puis tu t'en souviens, malgré toi. Tu vois, un peu comme un muscle. Quand tu apprends un muscle en danse, au bout d'un moment, au début, tu sais pas le faire, et puis au bout d'un moment, ta position revient d'elle-même parce que tu sais que les muscles ont appris la position, et donc il y a une mémoire musculaire. Là, c'est pareil, il y a une espèce de mémoire de ce que tu as vu, du spectacle à côté duquel tu étais, et tu fais, ok, et ça rentre en toi, et au fur et à mesure, ça te nourrit, quoi. Voilà. C'est un peu comme un, comme un sage, si tu veux, qui ne te dirait pas, il faut que tu fasses ça, et qui le ferait lui-même. Et en regardant le sage faire, tu sais, voilà, un peu comme quand tu vois, tu sais, les cours de tai chi qu'on voit dans les jardins, où, voilà. Ah, t'as le maître qui fait les gestes, et qui part, et qui fait du machin, et les autres derrière qui essayent de suivre, et qui font mal les gestes au début, c'est normal, et qui mettent des années à les faire bien. Et de temps en temps, tu vois, ta chaise comme ça, et le maître passe à côté de toi, et hop, il te change, mais hop, il te tourne légèrement la main. Et tu fais, ok, c'est comme ça. Voilà, il a rien fait. Il a juste machin. Ou alors tu le regardes. Voilà, bah, c'était pareil. Donc oui, j'ai été inspiré par ces gens-là, oui, évidemment. Alors, ce qui était très étonnant, c'est qu'ils m'ont accompagné dans mon enfance parce que, bah, je te dis, j'ai écouté des films en français. Et puis tout à coup, je me suis retrouvé devant le micro et j'ai fait, ah putain, c'est la voix de Colombo. Et j'avais vu Colombo quand j'avais 12 ans. Ah, et donc, être à côté de Serge, c'est à pleurer, quoi. Tu vois, j'ai encore les frissons, là. C'est à pleurer, quoi. Tu fais, oh, voilà, c'est Colombo, quoi. Ah, et là, t'es tout petit, t'es dans tes pompes, c'est impressionnant. Moi, j'étais impressionné. C'est des mecs que j'avais entendus 15 ans avant. J'écoutais Colombo et je m'en foutais, quoi. Je faisais l'histoire, voilà, il a réussi à résoudre l'énigme. Ouais, chouette, super, mais et tout à coup, je me retrouve à côté de lui. Et tu entends la voix. Et ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Voilà. Donc, c'est très inspirant, inévitablement. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Être sur scène me manque infiniment. Ça fait 8 ans, 9 ans que je suis pas monté sur scène et ça me manque beaucoup. Et tourner, être devant la caméra, comme on dit, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et si vous voulez, ça fait partie de mon métier. Encore une fois, il y a toute une palette
d'activités que tu peux faire quand tu es comédien. Euh, et oui, être sur scène ou être devant la caméra, oui, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais faire plus souvent. Oui, c'est vrai. J'ai pas fait tout ce qu'il faut. Je suis en partie responsable, hein, pour le coup. Je vais être très honnête. Je suis en partie responsable. Je me suis un peu endormi sur le tapis soyeux du doublage. J'ai commencé à en faire pas mal. Et donc, je n'ai pas fait ce qu'il fallait à un moment donné de ma vie pour rencontrer les gens, aller dans des soirées, des machins, des trucs, faire des mondanités. C'est pas tellement mon truc. Mettre du cirage sur les gens, cirer des pompes, et caresser les gens dans le sens du poil. Oh, oui, tu es formidable. Oh, j'aimerais bien tourner avec toi. Non, c'est vrai, je sais pas faire ça. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que je ne sais pas le faire. Il y en a qui le font très bien et en toute sincérité en plus, hein, tu vois, voilà. C'est pas, je sais pas faire ça. Donc voilà. Et puis il y a certaines fois où encore une fois, je suis totalement responsable. Je n'ai pas appelé les gens qu'il aurait fallu que j'appelle. J'ai pas pris les contacts qu'il aurait fallu que je prenne. J'ai pas, voilà. Donc j'ai pas à ce point-là tourné ou à ce point-là joué au théâtre parce que j'étais pas dans le circuit ou pas fait tout ce qu'il aurait fallu que je fasse pour y rester, pour m'y incruster. Voilà. Donc, c'est ma part de responsabilité, je l'assume totalement et j'ai aucun regret. J'ai aucun regret, c'est ma vie, elle va très bien. J'ai adoré tourner dans les peu de choses que j'ai tournées. J'ai adoré être sur scène dans des comédies musicales, faire quelques petites tournées. J'ai adoré voilà, faire des courts-métrages de temps en temps, ça m'arrive pour des écoles de cinéma qui m'appellent. Je trouve ça absolument génial, absolument génial. Mais voilà. Non, non, oui, tourner, oui. Tourner, oui, ça me brancherait bien. D'accord. Comme il regarde cette interview, Aitam, si tu me regardes. Un jeune ami irakien qui tourne beaucoup, qui se lance à fond, il a acheté une petite caméra, des machins, un peu de lumière, un peu de matériel, et il n'arrête pas de faire des courts-métrages, voilà, des mini-métrages, des moyens-métrages, des machins, il se lance, il se lance, il se lance, il écrit des scénarios, des machins. Et c'est plein d'imperfections, bien évidemment. Mais voilà, il y va, et voilà, j'ai bon espoir un jour de tourner avec lui et grâce à lui, parce que c'est un mec super sympa en plus. C'est là où on en arrive à l'étiquette. C'est là où on en arrive à la pancarte. Je me bats un peu contre des moulins à vent, c'est vrai, mais je me bats depuis des années. En tout cas, j'essaie d'expliquer aux gens, même si effectivement c'est majoritairement ce que je fais, travailler en studio, des jeux vidéo, des montages, machin. Euh, j'ai un peu de mal, même beaucoup de mal avec, d'une manière générale, hein, pas seulement dans notre métier, dans tous les métiers du monde, de mettre des étiquettes sur les gens et sur les métiers. Beaucoup de mal. Euh, Mon métier, c'est comédien. Point. Point. Il se trouve que majoritairement, oui, c'est vrai, et je l'assume encore une fois, je travaille essentiellement en doublage. Essentiellement en doublage. En tout cas en studio. C'est vrai. Mon métier, c'est comédien. Et ce métier de comédien, je le répète, offre toute une palette d'activités, comme le doublage, comme le théâtre, comme le cinéma, comme la télévision, comme la voice-over, comme les jeux vidéo, comme plein de choses. Plein de choses, la publicité, plein de choses. Mais mon métier, c'est comédien. Et c'est pas doubleur. Ça aussi, je t'ai dit tout à l'heure que j'allais y revenir, c'est pas doubleur. Dans le sens où, pour un comédien qui ferait du théâtre, qui fait du théâtre, on n'appelle pas ça un théâtreur. Pour un comédien qui fait du cinéma, tu n'appelles pas ça un cinémaeur. Pour un comédien qui fait de la télévision, tu n'appelles pas ça un téléviseur. Pour un comédien qui fait de la pub, c'est pas un pubeur. Un comédien qui fait de la radio, c'est pas un radioeur. Un comédien qui fait du doublage, c'est pas un doubleur. C'est aussi simple que ça. Mon métier, c'est comédien. Le métier de tous mes camarades, c'est comédien ou comédienne. Et nous faisons du doublage. Et notre métier, c'est comédien. Pour la plupart d'entre nous, nous avons pris des cours d'art dramatique, nous avons travaillé du texte classique, nous avons appris à marcher sur scène, appris à parler devant une caméra, appris à nous déplacer, appris à regarder un partenaire, appris à... Voilà. Notre métier, c'est comédien. La journée type alors, quand on travaille en studio, par exemple, si c'est ta question, bah, on est convoqué sur une date, selon l'importance
des personnages que l'on va interpréter, à qui on va prêter notre voix, on peut travailler soit 1 heure, soit 2 heures, 3 heures, 4 heures. On peut travailler donc une demi-journée, une journée entière, une journée et demie. On peut travailler 1 heure par-ci, puis 3 jours après retravailler 2 heures. Enfin, voilà. Bon. Et donc on arrive en studio. Imaginons qu'on arrive le matin, donc on arrive à 9h15, 9h20, machin. On commence à 9h30. Et les horaires, en général, c'est 9h30, 13h30, quand on fait une journée entière, par exemple, une matinée. Et l'après-midi, c'est 14h30, 18h30, 19h, environ. Voilà. Donc, comment te dire? Il faut que je prenne un exemple. Sur le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, par exemple, je crois que j'ai travaillé une journée et demie. Et après, il y a un plan de travail qui est fait. Donc, je travaille pas forcément une journée et demie. Tu vois, par exemple, je travaille pas le mercredi journée, le jeudi matin. Mais je peux travailler parce que les plans de travail par rapport à tous les comédiens, tous les rôles, etc. Le directeur artistique a fait un plan de travail et il peut me dire, bah, écoute, j'ai besoin de toi une demi-journée le mardi, donc mardi matin, par exemple, mercredi après-midi et puis jeudi matin. Au total, ça fait 1 heure et demie de boulot. Une journée et demie de boulot, pardon. Et puis, on va faire le film, donc moi, sur un jour et demi, mais le film, lui, va se faire sur 5 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, selon l'importance du film. Et puis, voilà, sur, sur SWAT, par exemple, euh, en général, je fais 2 épisodes en une après-midi. Alors, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que depuis cette, cette hérésie sanitaire qu'on nous a vendue, voilà, il y a 5 ans, on s'est mis à enregistrer de plus en plus seul. Parce que, attention, le méchant virus, voilà, donc il fallait qu'on soit seul au micro. Donc, maintenant, de plus en plus, on est malheureusement seul au micro. Donc, quand j'enregistre SWAT, j'enregistre une après-midi, par exemple, et je fais 2 épisodes, mais je fais que mon rôle. Et je suis tout seul, avec l'ingénieur du son, avec le directeur artistique. Euh, en l'occurrence, pour SWAT, c'est un jeune homme que j'aime énormément, un ami que j'aime infiniment, qui s'appelle Nathanaël Ali. Et voilà. Et donc, Nathanaël me dirige, je suis sur le micro, et ouais, je fais 2 épisodes l'après-midi. Si j'avais dû faire les 2 épisodes, mais en travaillant avec mes camarades, ça aurait pu me prendre un jour et demi, 2 jours. Parce que bien évidemment, il aurait fallu faire les autres rôles, des scènes où je ne suis pas forcément, donc j'aurais attendu, et puis etc. Et puis en plus, maintenant, on est en numérique depuis des années. Donc ça va très très vite. On passe d'une scène à une autre on met le time code, tu sais, le chiffrage du film, voilà. Et puis on passe de la scène 1 à la scène 12, à la scène 47, on revient à la scène 2. Donc ça va très très vite. Il suffit de rentrer un time code et automatiquement ça se fait. Quand j'ai commencé, il y avait ce qu'on appelait des bandes rythmo, donc il y avait vraiment des bandes qui tournaient. Et puis c'était des cassettes ou des trucs comme ça. Donc le temps de défiler la cassette de la scène 2 à la scène 25, ça prenait du temps. Et donc généralement on le faisait pas. On faisait les épisodes en continuité. Donc toute une équipe sur une série pouvait être là pendant 2 jours. Et puis, donc, on arrivait le matin à 9h30, on avait, je crois, j'ai connerie, 2 scènes, puis après, on attendait 1 heure, 2 heures. Puis à un moment donné, le directeur artistique sortait du plateau, il disait, ah, David, c'est à toi, avec Caroline, viens, venez deux. Et puis, bah, tu rentrais sur le plateau, voilà, bah, vous avez une scène, hein, puis après, vous avez encore un peu de temps, bah, tu ressortais, et puis tu fumais 25 clopes, tu prenais 25 cafés, et on restait quelquefois comme ça pour doubler un jour et demi, pour doubler un épisode et demi, 2 épisodes. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est très, très, très rapide. Ça fait 22 ans, 23 ans, je crois. C'était pour la sortie d'une console. Ils ont sorti ce jeu-là en même temps pour, voilà. C'est bien ça. Bah, écoute, alors, il y a tellement de choses. C'est étonnant parce que, mais moi, tu vois, ça m'émeut beaucoup. J'ai passé un essai il y a 22, 23 ans. J'ai passé un essai. J'avais pas la voix de maintenant, qui est, encore une fois, je le répète, est descendue, un peu plus grave, un peu plus machin. Et voilà, on m'a appelé
Du souvenir que j'en ai, hein, on m'a appelé, on m'a dit voilà, David, c'est pour un essai, pour un jeu, ils sortent la Xbox, machin, c'est une nouvelle console, machin, d'accord, très bien. Et ils sortent un jeu en même temps pour la sortie cette- de ce matériel. Ok, très bien. Je viens faire des essais. Donc j'y vais. Et puis on me dit bah tu vas voir, hein, au niveau synchronisme, ben, on s'en fout un peu parce que ton personnage il a un casque tout le temps. Je dis ok. Et donc je rentre dans le studio, je prends parce que là en doublage de jeux vidéo on a un casque. Je mets le casque et puis on me dit voilà on va faire un essai sur je sais plus, parce que je me souviens plus, c'était longtemps c'est 10 ou 15 phrases différentes. Et j'entends vraiment tout de suite Cortana. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un truc très très sombre, très, très comme ça. Je dis, putain la vache. J'avais une voix plus légère. Hein. Je dis, comment je vais faire ça. Et voilà, et j'ai dit à l'ingénieur du son, j'ai dit, écoutez, est-ce que tu peux venir me chercher, c'est-à-dire que monter, vraiment rendre la sensibilité du micro la plus sensible possible, donc vraiment venir me chercher pour pas que j'ai d'efforts à faire, parce que comme n'importe qui, quand on crie, tu sais, ou quand on parle fort, tout à coup la voix, tu sais, on appelle quelqu'un, on fait, hey, Françoise, et tu vois la voix naturellement, elle devient plus haute, mais tout le monde, hein, tout le monde. Donc pour rester dans mes graves, bah, il fallait que je parle très 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 bas et que je me rapproche le plus possible du micro. Vraiment, j'étais collé au micro comme ça, vraiment. Et j'ai dit à l'ingé son, voilà, voilà. Et j'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon ambition pendant cet essai, c'était d'imiter, d'être le plus proche possible de la voix. Et j'imagine que les camarades, on a dû être trois ou quatre au total à passer les essais sur ce jeu, peut-être cinq parce que c'était une grosse sortie. Même si, pour le coup, Xbox et tous ces gens-là ne savaient pas si le jeu allait avoir du succès pour le coup. Hein. C'était vraiment, on était tous dans l'expectative. Bref. Et donc j'ai dit à l'ingénieur son, viens me chercher. Et j'ai pris ma voix la plus basse et je me suis collé comme ça au micro. Et voilà, Cortana, il me faut une arme. Et j'ai fait ça. Et puis je me suis dit, allez, c'est un essai, et puis on verra bien. Et 15 jours, 3 semaines plus tard, dans mon souvenir, on m'appelle, on me dit, ouais, David, t'as été retenu. Ok, super. Donc moi j'y vais, mais comme un rôle à l'époque, lambda. Je me dis, voilà, ça va être un jeu, peut-être qu'il y aura peut-être un deuxième opus, parce que les jeux peuvent, voilà, mais encore une fois, il y a 23 ans, c'était pas la même puissance au niveau mondial, tu sais, tous ces jeux qui, machin, voilà. Et voilà. Donc, je viens enregistrer le jeu. Ça a dû me prendre, le premier a dû me prendre une journée, je crois, tu vois, tout doucement, voilà. Et le jeu sort. Et là, carton planétaire. Le truc, mais ça explose. Et puis, deuxième opus. Et puis, troisième opus. Et quatrième. Et cinquième. Entre le cinquième et le sixième, je peux te dire qu'on était des milliers, des centaines de milliers, de millions peut-être de joueurs dans le monde à attendre que ça. Ils ont mis 5 ans, je crois, hein, pour sortir le sixième. On était tous là en se disant, ça vient quand, vous êtes gentils. Et voilà. Et puis les gens ont identifié John à cette voix, en l'occurrence la mienne. Et, et c'est vrai, c'est un personnage. Je crois que c'est le personnage euh, que j'interprète, que je double, à qui je prête ma voix depuis le plus longtemps, avec chez Marmour aussi, que j'avais fait sur Esprit criminel. Et c'est pareil, ça doit faire 22, 23 ans, 24 ans chez Marmot. Euh, et en fait, John, tu vois, j'en parle comme si c'était un pote, mais comme si c'était quelqu'un de chair et de sang. Mais John, il est devenu iconique, iconique dans le jeu vidéo. Bah voilà quoi, t'en as plein des personnages. John, c'est John. Et j'adore ce personnage. Euh, on a l'impression en même temps qu'il est toujours froid, toujours monocorde, monolithique, et en même temps, pas du tout. Et il a un vécu, on le sait tous, pour les joueurs, on le sait tous, il a un vécu, il a une histoire, euh, il a des difficultés, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un cœur, tu vois.
Alors, je dis pas que je me retrouve dans ce personnage-là, mais il me parle, en tout cas. Il me parle. Voilà. Un garçon, voilà, qui a priori, voilà, défend des nobles causes, qui est un combattant, qui se dépasse, qui pourtant et qui en même temps a, a des failles. Et c'est ça que j'aime chez John, c'est qu'il a des failles. La preuve en est, il a besoin de Cortana. Cortana est là pour, voilà, l'aider, le remettre sur une pensée différente, le soutenir, euh, le contrer quelquefois, tu vois, en disant Major, je ne pense pas qu'il faille faire. Et elle est là, et c'est un soutien, et, et c'est, moi j'adore ce personnage. Voilà, j'adore ce personnage, j'adore John. Alors c'est assez fou, et en même temps ça ne l'est pas. Dans le sens où je pense que si on veut, parce que la série, elle est venue 20 ans après le début du premier jeu, si tu veux, donc que ce soit Laetitia. Alors Laetitia, c'est pas elle qui a fait Cortana dans les deux premiers opus, il me Ouais. semble. En revanche, elle a fait les quatre derniers. Euh, et c'est pareil, quand j'ai su qu'il y avait une série qui allait se faire, il y a des fans qui m'ont écrit, hein, qui m'ont dit, oh là là, David, est-ce que c'est toi qui vas le faire? J'ai dit, oh là là, on se calme. J'en sais rien. Oui, j'espère. Il y a un fan un peu plus combatif que les autres qui a fait je vais faire une pétition et je vais envoyer la pétition à la production, etc. Ok, vas-y, hein, fais ton truc. Mais merci infiniment, merci infiniment. Mais est-ce que ça va jouer ou pas? Et j'espérais. Je savais que ça se tournait, les fans me tenaient au courant. Il y avait des premières images, il y avait des trucs. Qui se disaient, qui se racontaient, les fans m'écrivaient, je fais partie de deux ou trois fan pages sur Facebook de fans, allo.fr par exemple, etc. Et je sais qu'on se tenait au courant. Euh, bref. Et puis j'attendais. Et un jour, là, c'est pareil, c'est con, mais c'est plein d'émotions. C'est plein d'émotions. Un jour, j'en reçois un texto d'un directeur artistique et qui me dit David, rappelle-moi s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir tes dates sur une nouvelle série que je vais diriger, n'importe quoi. Rappelle-moi, etc. Donc moi, je me dis bon, sympa, je vais lui donner mes dates, machin. Donc je le rappelle. Salut, coucou, comment ça va? Très bien. Il me dit voilà, c'est une série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y a 10 épisodes. C'est une petite série, mais c'est sur un personnage. Et là, tout à coup, j'ai les yeux qui pétillent, commencent à se mouiller, parce que ça faisait des mois et des mois que j'attendais le truc. Et j'entends encore sa phrase. Il dit, c'est un personnage que tu fais depuis des années sur un jeu vidéo. Alexandre, je peux pas te décrire la sensation que ça m'a procuré. C'était un truc de malade. Tu vois, c'est ridicule, hein, j'en pleure encore. Euh, j'ai mon cœur qui a explosé. D'abord parce que j'étais content de conserver le personnage. Deuxièmement parce que j'étais content de retrouver John. Tu vois, c'est bête, hein, comme un pote. Troisièmement parce que je me suis dit, ben, c'est cool. Les fans, les joueurs, tous les Spartans, dans, en tout cas dans la francophonie, vont pouvoir continuer à avoir une continuité vocale. Et ça, je suis content pour eux. Et donc voilà. Donc je te dis, je crois même que j'ai dû fermer. Tu sais, on peut fermer le micro de son portable. J'ai fermé le micro de mon portable et j'ai gueulé chez moi, genre ouais, j'étais comme un fou quoi. Je me suis calmé. Oui, bien sûr, super. Et voilà. Donc c'était dingue. Et d'ailleurs, tout de suite, je lui ai dit au directeur artistique Martin Brieux, pour ne pas le nommer, et j'ai dit à Martin, j'ai dit alors là, après je sais pas comment tu vas faire ton casting, Martin, mais je lui ai dit, il y a forcément dans cette série, Halo, puisqu'il s'agit de ça, il me dit oui, c'est tout à fait ça. Je lui ai dit, il y a forcément un personnage, tu ne peux pas faire autrement.
Tu ne peux pas que d'appeler Laetitia. Il me dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, ah bah, je suis pas sûr, je te le dis. Appelle Laetitia. Laetitia, c'est Cortana. Cortana, c'est Laetitia. Nos voix depuis 15 ans sur les 4 derniers opus matchent hyper bien. Laetitia a fait un travail remarquable, remarquable. C'est Laetitia. Et il a appelé Laetitia. Donc ça, j'étais content, parce qu'il y avait au moins ce binôme-là qui était conservé. Et ça, ça avait pas de prix non plus. Ça avait pas de prix non plus. Donc voilà. Tu vois, ça m'émeut, c'est fou, c'est complètement dingue. Je n'arrive pas à l'expliquer. Hein. Enfin, pas plus que ce que je l'ai expliqué tout à l'heure. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est beaucoup d'émotions. Et je n'arrive pas à l'expliquer. À part ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Je suis, ouais, euh, je sais pas. Est-ce que il y a peut-être de ça. Est-ce que je fais un transfert, tu sais, genre, je me retrouve dans ce qu'il est, ou j'aimerais être ce qu'il est, ou où il a une force, une puissance, un caractère que je n'ai pas, ou que j'aimerais avoir, ou que j'aime et pas seulement. Enfin, je sais pas du tout les raisons qui m'attachent à John comme ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je crois aussi alors, il y a aussi une chose qui arrive avec aucun autre personnage ou comédien que je double depuis, parce que tu vois, je fais aussi Darius sur League of Legends, je fais aussi Zavala sur Destiny. Il y a quand même des personnages comme ça, Weaver sur Call of Duty. Il y a quand même des personnages comme ça que je suis depuis des années, voilà, mais qui n'ont pas autant d'impact. Et en fait, ils n'ont pas autant d'impact même chez les joueurs. Et je crois que c'est ça aussi qui m'émeut et qui fait que je suis à chaque fois euh, mais déstabilisé d'émotions par rapport à John. C'est tous les Spartans, tous les fans, tous les joueurs, tous les gamers, qui viennent me voir en convention, quand ils parlent de John, quand ils sont fans de John, quand ils sont Spartans, ils ont dans leur attitude, dans leurs yeux, une espèce de supplément d'âme et de ressenti par rapport à John. Et ça aussi, ça m'émeut. Et ils ont véritablement, en plus John n'a pas de visage, à part malheureusement dans la série, mais ils ont véritablement identifié John à ma voix. Véritablement. Et ils n'ont que ça à se raccrocher d'ailleurs, puisqu'encore une fois, il n'a pas de visage. Donc ils ne peuvent se raccrocher qu'à cette voix, qu'à ce timbre, qu'à ce travail, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues d'ailleurs, mais en langue plus grosse en français. Et je sais que quand ils viennent me voir en convention, que j'essaie de m'isoler dans un coin, que je prends leur portable et que je leur fais une petite dédicace vocale très très près du micro, en leur demandant leur nom de Spartan, et que voilà, je leur redonne le portable, ils écoutent, et tous, ils sont en arrêt. En arrêt. Le monde peut s'écrouler. Donc c'est pas moi, bien évidemment, j'ai pas cette prétention, c'est pas moi. Parce que c'est ce que je leur dis, parce qu'ils me disent, vous êtes la voix du Major, machin. Il y en a plein qui m'appellent John, qui m'appellent Major quand ils m'écrivent. Je dis, les gars, ouais, non, non, je suis que moi. Je dis, ouais, mais vous êtes la voix. Parce que j'ai été choisi. Parce que j'ai eu le bonheur d'avoir été choisi lors des essais. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, vous auriez dit à cet autre, vous êtes la voix du Major. Voilà, ça n'aurait pas été moi. Moi, vous ne sauriez même pas que j'existe quelque part. Donc il se trouve que j'ai été choisi, donc miracle, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais il y a une véritable identification, vraiment. Et je te dis, l'émotion qui ressort chez les gens qui viennent me voir en convention, que je croise, que je rencontre, qui me reconnaissent quelquefois, euh, j'ai jamais vu cette émotion nulle part, en fait. Pour aucun autre personnage, pour aucun autre acteur. Quand les jeunes femmes, particulièrement parce qu'elles le trouvent très beau, me parlent de Chris Pratt ou me parlent de Chez Marmour, tu vois, qui sont des beaux gosses et tout ça, c'est une autre émotion. C'est oh, il est sexy, voilà, bon, très bien, voilà. Mais ça s'arrête là. John, c'est au-delà de ça. Tu vois, les mecs qui viennent me dire ah, Ed Helms, very bad trip, pout, pout, pout. Ouais, d'accord. Mais voilà, ça s'arrête, c'est de la rigolade. Mais John,
Il y a quelque chose, mais vraiment, d'ailleurs, c'est, ça s'explique aussi par le succès du jeu. Tu le vois bien, tu le sais bien, mieux que moi d'ailleurs, certainement. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, vraiment. Donc pour toutes ces raisons-là, John est, voilà, c'est John, quoi. Jamais, John, ouais. jamais, jamais. Euh, une fois, c'est rigolo, pour Dwayne Johnson, euh, pour, euh, pour Jumanji, je crois que c'était le deuxième. J'ai été invité par un pote qui travaille. Tu sais, il y a des radios entre je sais plus quelle heure et quelle heure dans l'après-midi. Chaque radio a sa partie régionale, tu sais. Bon, là, c'était Énergie Compiègne. Et donc Énergie Compiègne m'appelle et me dit voilà, on va faire une petite avant-première à Compiègne dans le cinéma machin. Je fais ouais, très bien. Est-ce que tu veux venir parler un petit peu à la radio machin? Ouais, très bien. Et en fait, j'ai pas parlé à la radio finalement. Si, je crois que j'ai fait une petite interview, je sais pas, bref, peu importe. Puis après, il y avait la première où il y avait très peu de monde, mais c'était tout à fait sympathique. Au même moment, le soir même, Coé recevait Dwayne Johnson sur Énergie. À cette époque-là, j'avais pas encore fait l'émission de Sébastien sur Énergie où il invitait, tu sais, des voix, machin. Et donc, je l'avais pas croisé, j'avais pas son numéro de téléphone, etc. Mais si je l'avais croisé d'abord avant, ouais, je pense que je l'aurais appelé et je leur ai dit, écoute, voilà, c'est pas un pote, hein, Koé, je ne connais pas plus que ça, mais c'est vrai que donc voilà. Et je crois que j'aurais pas hésité pour le coup, je l'aurais appelé, j'aurais dit, tu reçois Johnson, s'il te plaît, est-ce que je peux venir 2 minutes, 2 minutes, juste 2 minutes. Et c'est vrai que voilà, donc j'aurais pu, mais ça ne s'est pas fait, rencontrer Dwayne Johnson et ça aurait bien fait bien éclater. Euh, et il y a un autre comédien une fois, j'ai fait 2 fois le Paris Manga. Et une fois où je n'étais pas pour le coup invité, et comme j'habite dans le Nord, bah, venir juste pour ça, c'était un peu voilà. C'est le comédien que je double dans la série Arrow et le comédien, donc bien évidemment à chaque fois le nom m'échappe, mais voilà, était à Paris Manga. Et une amie qui s'occupait des comédiens, qui était invité des comédiens, me dit bah il y a Manu Bennett qui est au Paris Manga. Est-ce que tu veux venir le rencontrer, tout ça? J'ai dit, écoute, faire l'aller-retour pour Manu Bennett, enfin, oui, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est en plus un Paris Manga le week-end, tu vois, j'étais en famille certainement, enfin bon, voilà, chez moi, j'ai fait non, je vais pas le faire. Voilà, ça s'est pas fait. Ça aurait pu se faire, ça ne s'est pas fait. Chez Marmour était à Paris, parce que je ne suivais pas à l'époque son Instagram. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de choses. Je me suis inscrit à son Instagram à l'époque, il y a quelques années, juste après ça. Euh, euh, enfin, même non, à ce moment-là. Et il y a une amie qui me dit, ouais, chez Marmour est à Paris. Je fais, ah bon, très bien, super pour lui. Il a mis des photos sur Instagram, des petits films, des petites vidéos, va voir. Alors, je vais sur l'Instagram de chez Marmour, et puis je vois effectivement, il est devant, je crois, les Champs-Élysées, Notre-Dame, bref, je ne sais plus quel grand monument parisien. Il fait Hey guys, I'm in Paris, wanna get here? Je fais bon, très bien. Et donc je lui écris. Bien évidemment, c'est pas lui qui gère sa page, mais je lui écris en anglais, avec mon anglais à moi. Je lui ai dit écoutez, voilà, bonjour. Voilà, je suis votre voix française depuis X années. Ça me ferait plaisir qu'on se rencontre, ça serait pas mal. Et évidemment, il m'a jamais répondu. Il est reparti aux États-Unis sans savoir qui j'étais. Mais peu importe. J'ai écrit, je me suis dit, allez, on tente le diable et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Il y a 2 ans, 3 ans, Dwayne Johnson a sorti, mais dans un mouchoir de poche, quoi. A sorti il y a 2, 3 films de Dwayne, ou 4 films de Johnson qui sont sortis en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait Jumanji, en même temps, il y avait Red Notice sur Netflix, en même temps, il y avait je sais plus quoi, voilà, etc. Et à ce moment-là, il y avait tellement de gens qui devaient écouter les versions françaises de ces films-là que, et je dis ça il y a 2, 3 ans, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, et je pouvais arriver à une caisse de supermarché, dire merci beaucoup, c'est très gentil. Et les gens
lève la tête et voilà. Ça m'est arrivé aussi sur Chez Marbourg. Il y a des gens, pareil, qui m'ont dit, mais je connais votre voix. Mais ça m'arrive pas si fréquemment que ça. Non. C'est flatteur, surtout. C'est flatteur. Tu te dis, voilà, ta voix est un peu connue, et puis c'est, a priori, s'ils ont retenu le timbre de ta voix, c'est que tu as fait, a priori, un suffisamment bon travail pour que eux prennent du plaisir à regarder le film ou la série que tu as doublé. Et que donc, comme ils ont pris du plaisir, ce plaisir s'est assimilé à la voix, et cette assimilation fait qu'ils te reconnaissent. Donc, de ce point de vue-là, ouais, c'est plaisant. C'est plaisant, ça flatte un peu D'accord. l'ego, on va pas déconner. Je ne connais pas les autres techniques de doublage dans le reste du monde. Je crois que pour autant, la technique française a été adaptée dans beaucoup de pays parce que c'est très pratique. Parce que c'est très pratique et que ça permet vraiment de se libérer. Voilà. Ma mère, quand elle a commencé, il y a 40, 45 ans, 60 ans, pardon, quand elle a commencé, il fallait, ils avaient le texte en main et on écoutait la phrase une fois. Et puis il fallait limite apprendre la phrase, machin, et puis la reproduire en la lisant, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas qui, mais a inventé ce système de bande rythmo qui était calé sur l'image. Et c'est vrai que c'est un avantage considérable. Considérable. Je crois, sans que l'on se vante les uns les autres, nous autres Français, que euh, nous avons le meilleur doublage. Voilà. Je dis pas que les autres font des choses pas bien, hein. Il y a des progrès considérables partout, mais en tout cas, voilà, on a la technique depuis très longtemps, euh, et, et, on a le savoir-faire, et c'est quelque chose qui est très français en fait, très français, très français. Et puis, Et je crois pour l'histoire, alors je me trompe peut-être, donc pardon, les gens vérifieront, mais je crois que pour l'histoire, s'il y a un doublage français qui a été un des premiers au monde, si ce n'est le premier au monde à faire ça, on a été les premiers au monde à faire ça, c'est parce que à un moment donné, les Américains, avant ou après la Seconde Guerre mondiale, ben voilà, ils ont voulu nous imposer leur culture, leur machin et leurs films. Et que pour défendre la langue française, les diffuseurs français ont dû dire très bien, on vous prend vos films américains, très bien, ok, mais à une condition, on les double en français. Et donc, les Américains ont a priori cédé, ont dit oh, très bien. Ce qui leur apportait, c'est que leurs films soient vus en français, en anglais, en martien, ils sont peut-être. Et donc, on a commencé à doubler des films véritablement en France parce qu'on a voulu défendre la culture française. C'est l'histoire que j'ai toujours entendue. Peut-être que c'est pas celle-là. Si c'est celle-là, je la trouve très belle. Et si c'est pas celle-là, c'est pas grave, je la trouve très belle quand même. C'est pour défendre la langue française, la culture française, les mots français. Et moi, ça me semble important. Ouais. Les producteurs américains se sont rendu compte de cette efficacité. C'est de se dire, si c'est en français, on touchera peut-être un plus grand nombre de gens. Et il se trouve que le fait est que oui, et que encore aujourd'hui, 80% des personnes en France regardent les films ou les séries en français. Tu vois, à part quand tu vas sur une plateforme. Moi, je regarde tout en anglais, donc je suis un mauvais client en fait pour la BF, parce que je regarde tout en version originale. Enfin, quand je dis anglais, ça peut être chinois, arabe, que sais-je, tu vois, mais j'aime bien les versions originales. Mais encore une fois, voilà, la diffusion des films américains et étrangers d'une manière générale, c'est beaucoup fait grâce au doublage en France. Ça, c'est sûr. Écoute, moi, tant que les gens sont comédiens, euh, ça me dérange pas, parce qu'encore une fois, c'est leur métier. Donc, si on prend quelqu'un de connu, il y en a eu beaucoup, hein, qui je peux penser, Bruel, par exemple, je sais que Bruel a fait, voilà, Danny Boone aussi a fait du doublage. Ils sont pleins, hein, ils sont pleins, ils sont à pléthore. Je sais que Coé a aussi fait du doublage. Euh, si les gens sont des artistes et a priori des comédiens, ils font leur métier. Donc, très bien, c'est ton métier, mec, tout va bien, pas de problème. En revanche, là où je l'avoue, un peu plus de mal, c'est
quelqu'un qui serait un youtubeur, qui n'aurait pas pris comment dire, le temps de se former à la comédie, qui n'aurait pas pris tout le cursus, qui n'aurait pas fait tout le cursus dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire des cours d'art dramatique, c'est-à-dire vraiment de s'engager dans la voie de la comédie, parce que c'est un sacerdoce, hein, c'est un chemin de croix quand même, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est un choix de vie. Quand on se dit à, je sais pas, 15, 17, 18, 20 ans, on se dit, allez, je vais être comédien, ça va être mon métier. Ben voilà, mec, c'est ton métier. Et tu vas pas faire ça tout à coup parce que tu serais, je sais pas, une connerie, tu serais avocat et puis ah j'ai une belle voix, j'aimerais bien essayer. Bah non, mec, non, 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 t'es gentil. Moi, je t'applique pas ton métier. Je mets pas une robe d'avocat pour aller plaider. Non. Ah, moi, j'en aurais pas les compétences. Donc peut-être toi, t'aurais pas forcément les compétences d'être comédien. Et puis si ce n'est le talent, en tout cas les capacités de jeu, d'acting, voilà. Et donc chacun son taf, quoi. Chacun a sa place. Donc j'ai un peu de mal, effectivement, oui, avec cette idée que n'importe qui pourrait faire ça. Voilà, il y a des gens qui ont des capacités, d'autres qui ont des dons, d'autres qui ont du talent. Euh, et puis, je citerai pas de nom, mais il y a des gens qui sont comédiens, qui sont des gens très connus et qui ne sont pas doués. Ça arrive, parce que c'est une technique. En plus d'être de la comédie, c'est une technique très particulière. Et je te dis, moi, j'ai mis 2 ans et demi à trouver la technique, à me faire à la technique. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais. C'est pas grave, ils font autre chose. Il faut du cinéma, il faut du théâtre. Chacun sa place. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais des gens qui n'ont pas été formés pour être comédiens, qui n'ont pas pris la décision de faire du métier de comédien leur vie, là, j'ai du mal. Oui, je l'avoue. Je l'avoue. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils ont, est-ce que les productions, est-ce que les diffuseurs, je sais pas, les productions se disent, tiens, on va mettre un nom, on va mettre un footballeur, on va mettre un grand cuisinier, on va mettre, peu importe. Est-ce qu'ils se disent que parce qu'il y a ce nom de grand footballeur ou de grand cuisinier ou de grand je ne sais quoi, ou un youtubeur qui fait 1 million de vues par semaine, euh, est-ce est-ce que ça va faire que les gens vont aller plus voir le film? Honnêtement, je suis pas sûr. Si c'est pas formidable, les gens qui sont très intelligents et vraiment, voilà, moi, je faut pas prendre les gens pour des cons. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien ou qui n'est pas au mieux du mieux, les gens ils vont faire ouais, c'est sympa comme film. Enfin, la VF, tu vois. Et donc c'est pas forcément rendre service au produit. Pas toujours, en tout cas. Et encore une fois, il y a des exceptions et il y a des choses qui se passent très bien. Et tu fais, bah, youpi, très bien, ça fonctionne. OK. Bien allé. C'est un gros débat, tu t'en doutes. Hein. Il y a Ouais. des réunions, il y a des assemblées générales qui se font avec les syndicats, avec les machins, etc. Tout ça, les gens en parlent beaucoup. Euh, alors déjà, tu vois, mon amoureuse hier soir me disait, l'IA, au niveau écologie, tu vois, parce qu'il y a tellement de trucs d'IA que ça fait tellement bosser les serveurs, donc faut refroidir les serveurs, et donc faut de la flotte pour faire ça, et donc tu vois, au niveau écologie, l'utilisation de la flotte qu'il faut pour faire ça, c'est pas très écolo, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te dis bon déjà, de ce point de vue-là, déjà tu fais ah, il y a un problème, un petit problème. Donc, je pense qu'il va y avoir un frein à un moment donné parce que voilà, il y a certaines personnes qui vont certainement réagir en disant attendez, excusez-moi, vous êtes gentil, mais on utilise trop de flotte là. Hein. On est en train de voilà de ruiner les nappes phréatiques pour de l'IA. Voilà. Et en même temps, vous voyez, un côté positif. C'est comme tous les progrès, il y a du négatif et du positif. Par rapport au métier, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'impact que ça a déjà et que ça pourrait avoir. Euh, voilà. J'ai bon espoir que les gens, parce qu'au final c'est le public qui décide, que les gens auront cette sensibilité que je leur reconnais d'une manière générale, de se dire, nous on veut de l'humain. On veut des voix qui déraillent, on veut des trucs mal articulés, pourquoi pas.
on veut des erreurs, on veut une sensibilité humaine, on veut des vraies larmes, des vrais cris, des vrais rires, des vrais machins, on veut ça. Tant que les gens veulent de l'humain, tant que le public voudra de l'humain, le métier va pâtir de toute façon de ce progrès. Même si j'ai envie d'avoir confiance dans le public, dans les gens, il y a malheureusement quelque chose de sociétal qui me fait un peu peur depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que on a tendance les uns les autres, et quelquefois moi le premier, hein, tu vois, donc je ne jette la pierre à personne, euh, à se contenter de la facilité et à se dire oh ça passe. Moi j'aime pas, c'est très personnel. Voilà, me dire oh ça va, c'est bon, ça passe. Ça, je peux pas. Mais peut-être que les gens vont s'habituer. Voilà, c'est un danger. Si les gens s'habituent, alors on pourra rien faire. En même temps, tu vois, il y a, je pense qu'on peut se défendre. Je ne sais pas encore de quel moyen, mais je pense qu'on peut se défendre. J'ai entendu dire que, tu sais, les voix au Japon, les voix de dessins animés, etc. au Japon, avaient trouvé une faille, avaient trouvé un truc, tu vois, de loi, etc., qui faisait que leurs voix sont défendues. Leurs voix sont inattaquables et on ne peut pas utiliser l'IA là-bas, c'est impossible. Donc eux, ça y est, ils ont trouvé un truc qui fait que on peut pas les, voilà. Ma compagne me disait il y a 2 jours que, pareil, sur ChatGPT, je crois, il était impossible maintenant, parce qu'ils avaient trouvé aussi une manière de se défendre, de demander fais-moi un dessin à la façon de Disney, ou fais-moi un dessin à la façon de tel créateur japonais, ou tel machin. Impossible. Et quand tu demandes ça à ChatGPT, apparemment, maintenant, c'est plus possible. Il faut contourner le truc si tu veux le faire. Tu ne peux plus demander un dessin à la façon de. Parce que les créateurs, pareil, ont trouvé un moyen de défendre leur création, leurs dessins originaux, etc. Donc je me dis, si les Japonais l'ont fait, si sur ChatGPT, entre autres sur cette plateforme-là, cette IA-là, il y a une défense qui s'est produite, qui existe depuis quelques jours, alors on devrait pouvoir le faire aussi en France. On devrait. Et pas, pas seulement qu'en France d'ailleurs, hein, parce qu'il y a du doublage espagnol, italien, enfin, il y a des doublages partout maintenant. On devrait pouvoir le faire. Pour ne parler que de la France, on devrait pouvoir le faire. Comment? Je ne sais pas. Par quel texte législatif? Par quel? Je ne sais pas. Surtout que bon, on a l'exception culturelle française, c'est vrai, mais on est dans l'Europe maintenant. Tu vois, cette foutue Europe. Euh, qui nous dirige en fait. Donc c'est un petit peu dur d'être souverain chez nous maintenant et de dire on va se protéger. Derrière, tu as l'Union européenne qui dit non, non, c'est nous qui décidons. Ouais, non, t'es gentil. Non, non, c'est nous. Ah, oui, oui, mais oui, non, c'est nous. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, si on arrive à se défendre contre ça et à légiférer pour nous, ça peut être un problème, ça peut ne pas être un problème, ça peut être une aide, ça peut être plein de choses. J'ai, peut-être que je suis un peu trop radical. Je pense qu'il faut être ferme, en fait. Je pense qu'il faut refuser. Je pense qu'il faut refuser, catégoriquement. Après, encore une fois, par quel moyen, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut refuser, catégoriquement. Parce que si tu acceptes un peu, ben après, la gangrène va monter et le bras va être bouffé. Donc, il faut trouver un moyen, il faudrait trouver un moyen, et je sais que les gens qui sont au syndicat, machin, se battent comme des chiens pour ça. Trouver un moyen, de mon point de vue, de refuser, dire non catégoriquement. Non, c'est non. On peut pas. Pas d'utilisation d'IA, jamais, nulle part. Est-ce que c'est faisable d'être aussi radical? Je ne sais pas. J'ai peur que si on n'est pas radical, ben, je te dis, la gangrène se propage. J'ai peur de ça. Je vois ce qui se passe. Je vois, comme tout le monde, hein, sur les réseaux, des extraits. Et certaines fois, je te dis, j'ai vu un extrait un peu rigolo pour le coup, d'une vidéo de Trump il y a une semaine, qui est en plein discours, machin. Et en fait, autant au niveau, alors là pour le coup, c'était pas sa voix à lui,
Mais il y a quelqu'un qui a réussi à prendre une bande sonore, je crois, d'une chanson en espagnol. Et tout à coup, au micro, Trump se met à chanter espagnol avec le lip sync de l'espagnol. Et il y a quasiment zéro défaut. Là, tu fais waouh. Donc s'ils font ça, qu'ils reprennent, parce que ça aussi c'est un danger. Imagine les comédiens américains, pour ne prendre que l'Amérique, les stars américaines, dans leur contrat, disent je suis d'accord pour qu'on utilise ma voix, mon timbre de voix, et qu'on la fasse et qu'on utilise ma voix pour la faire parler en anglais, en italien, en français, en italien, en chinois, en que sais-je, avec le lip sync qui va avec. Et tout à coup, tu verras De Niro qui va se mettre à parler la langue étrangère, avec le lip sync de la langue étrangère et avec sa voix à lui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Si les acteurs originaux disent, allez-y, vous me payez un peu plus et vous utilisez ma voix et vous faites toutes les versions que vous voulez avec un lip sync qui s'accorde à la langue et avec ma voix qui parlera français, espagnol, italien, chinois, arabe, finnois, norvégien, russe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça se fait à la base, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et si ça fonctionne en plus, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc voilà, il y a, euh, il y a un petit danger quand même. Un petit peu, ouais. Pour le métier, il y a un petit danger. Ouais. Et encore une fois, je pense qu'il faut être assez radical. Mais ce n'est que mon point de vue. Et refuser. Voilà. Tout film qui vient en France, un peu comme je te dis, comme l'histoire de tout à l'heure. Ok, vous voulez que les films américains viennent en France, très bien, mais on les double en français. Ben, pareil, être aussi radical. Dire voilà, très bien. Tous les films qui arrivent en France seront doublés par des acteurs et des actrices françaises. Français. Point barre. Et nous refusons l'utilisation de l'IA pour tout produit cinématographique, télévisuel, étranger qui arrive en France. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire ça, de légiférer là-dessus et de dire, voilà, c'est comme ça. On va se protéger un petit peu. On va protéger la langue française. On va protéger le travail de 15 000 personnes. C'est pas 1500 comédiens, c'est 15 000 personnes. Producteurs, encore une fois, auteurs, adaptateurs, comédiens, directeurs artistiques, ingénieurs du son, mixeurs, enfin j'en oublie certainement, mais tu vois, il y a toute une... Voilà. Je pense qu'il faut être radical et dire tout ce qui rentre en France doit être doublé par des humains. Point. Et ne pas transiger. Est-ce que j'ai la bonne solution? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle qui m'apparaît la meilleure pour protéger cette activité. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. J'ai pas la solution. Voilà. Et je peux me tromper. Mais c'est ce qui m'apparaît le plus légitime, en fait. Comme les droits de douane, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire OK, vous pouvez nous vendre vos voitures, des voitures qui viennent d'autres pays. Mais ben, on a des voitures françaises aussi, nous. Donc, pour protéger notre savoir-faire français, ben, vous allez payer des droits de douane. Parce que, d'accord, mais il faut que nous, voilà, ben, c'est un peu pareil en fait. C'est dire, voilà, on veut bien que, mais on protège notre créativité et notre savoir-faire français. Vous versez de l'argent pour la production cinématographique et télévisuelle française. Vous participez au truc. Voilà. Je ne sais pas, il y a forcément une solution. Laquelle, encore une fois, je ne sais pas. Mais il y a une solution. Et encore une fois, les Japonais le font. Donc, ils arrivent à protéger leur voix, qui sont quasiment des demi-dieux là-bas. Hein. C'est un peu comme les sumo, les voix japonaises, tu touches pas, quoi. La voix japonaise de Sangoku, tu touches pas. Donc, bon, c'est faisable dans d'autres pays, pourquoi pas en France. Je suis pas spécialiste, donc je dis ce qui me passe par la tête. Mais, euh, mais bon, et je peux dire beaucoup de bêtises et faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Et, mais moi, j'aime ce côté humain. Tu me disais tout à l'heure aussi au début, comment on fait pour les voix, pour machin, pour prendre le traiteur. Alors oui, une IA va pouvoir reproduire la voix
le timbre exact de tel comédien, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Oui, une IA va pouvoir, en, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, doubler un film en entier. Mais est-ce que le côté humain, se voir, se croiser, dire bonjour, être devant le micro, saluer l'ingénieur du son, discuter avec les prods, machin, les copains, voir un machin, déjeuner, boire un verre, repartir au boulot, se tromper, dire une phrase, et bafouiller, et puis reprendre la phrase, et puis pas être dans le bon sentiment, pas être totalement synchrone, et puis reprendre, et puis l'erreur. En fait, c'est ça que je défends, et je crois que la plupart d'entre nous défendons, c'est l'humanité de l'erreur, le droit à l'erreur, le droit de se planter, qui est, il n'y a rien de plus humain que ça, le droit à l'erreur. J'ai dit une connerie, pardon, excuse-moi, j'efface, pardon. Comme on fait en langue des signes, tu vois, j'efface. Ok, pardon, j'ai fait une connerie, j'ai dit une connerie. Je vais la réparer, je te demande pardon. Et je vais faire mieux, et je vais dire mieux. Et en l'occurrence, en doublage, je vais interpréter mieux. Je me suis planté, hop, pardon, ma faute, j'en reprends. Le droit à l'erreur, c'est ce qui fait que l'humain est humain. S'il n'y a plus d'erreur, ben, on est des machines. Et moi, le transhumanisme, les machines, j'ai pas envie, quoi. J'ai une petite fille de 9 mois, j'ai envie de lui épargner ça le plus longtemps possible, quoi, si j'ai les moyens de le faire. Et j'ai envie qu'elle écoute des dessins animés doublés en français euh, par des gens qui sont des humains et qui ont le droit à l'erreur. Vraiment, l'erreur, vraiment c'est ça. C'est l'erreur, c'est l'humanité. On a le droit de faire des erreurs. La part d'humanité qui est en nous nous autorise de faire des erreurs, de nous corriger, bien évidemment. On ne va pas rester sur une erreur, de nous corriger, de toujours aller vers le mieux, mais avec ce droit à l'erreur. La machine, c'est pas d'erreur. C'est pas d'erreur. C'est une machine, c'est carré, ça n'a aucun intérêt. C'est froid, voilà. Tu vois, dans l'interview qu'on fait depuis bientôt maintenant quasiment 2 heures, euh, j'ai j'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être dit des erreurs. Tant pis, je les assume. Et si des gens me reprennent ou me disent, dis non, t'as dit une connerie là, ouais, ok, très bien. Mais c'est pas grave, j'ai dit une connerie. C'est pas grave, je suis un être humain. Toi, Alexandre, t'es un être humain. T'as peut-être posé une question ou deux qui était une question merdique. C'est pas grave, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. On débat, on fait, ok, j'ai fait une connerie, j'ai dit une connerie. Très bien, je me reprends. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Droit à l'erreur. Une machine, c'est c'est du quel intérêt? Quel intérêt? Donc, je fais confiance aux gens, et je terminerai vraiment là-dessus. Je fais véritablement confiance aux gens et à leur intelligence. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas quand dans les doublages, on explique trop les choses sur certaines scènes, et parce que c'est à l'image, par exemple, tu vois. C'est pas, pas la peine de dire que il vient de prendre le pot de fleurs jaune. On le voit, il est en train de le prendre, le pot de fleurs est jaune. Pourquoi le dire? Il ne le dit pas en anglais en plus, c'est ridicule. Voilà, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons. Je n'estime pas du tout que les gens soient des cons, bien au contraire, bien au contraire. Et donc, au niveau de l'humanité et du fait de conserver cette humanité dans le travail, je fais confiance aux gens et à leur intelligence et à leur grande part d'humanité pour se dire, on veut que le doublage français, mais comme plein de choses, hein, comme plein de choses, reste humain. J'ai pas envie que mon médecin soit une machine dans laquelle je mets le bras dans un supermarché, qui va calculer mon pouls, me faire une prise de sang par une petite piqûre automatique, machin. Non, je veux rencontrer un vrai docteur qui va me regarder, qui va me parler, je vais voir sa bouche, tu vois, c'est la communication à la bouche, ses yeux, il va me dire, ah, monsieur, c'est pas, vous allez super bien. Mais au moins, j'ai le sourire chez toi. Voilà. Donc, l'humanité, la part d'humain, nous conservons ça, je vous en supplie, les uns et les autres, et je me le dis à moi-même, hein, vraiment, conservons ça le maximum. Conservons cette part d'humanité. C'est ce qui nous reste. Avec tout ce qui va vite, les technologies, les machins, c'est tout ce qui nous reste. C'est cette part d'humanité. Voilà, conservons ça, par pitié. Oui, Bon, oui. Alexandre, maintenant c'est Ah important. oui. C'est important. Je voulais te remercier de ta gentillesse, de tes questions, de ton écoute. Je voulais remercier tous les gens aussi qui vont prendre le temps d'écouter tout ce qu'on s'est raconté, toi et moi. Et puis, je voulais te remercier de cette interview, donc d'une manière générale, et peut-être de se croiser si jamais je viens en convention. Ciao, ciao.